Paris, 14 avril 2021. Le PSG perd 2-1 à domicile face au FC Nantes. Et pourtant, même si c'est l'un des matchs qui fait perdre le titre de Ligue 1 au PSG au profit de Lille, la rencontre paraît anecdotique après ce qu'il s'est passé durant le match. 2 cambriolages ont lieu simultanément au domicile de Marquinhos et Ángel Di María, joueurs du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va essayer de décrypter ces délits et voir quels sont les modes opératoires des voleurs, comment les clubs se protègent-ils et pourquoi les footballeurs sont devenus les cibles principales des cambrioleurs. La liste s'allonge au fil des saisons. Année après année, de Paris à Marseille en passant par Lyon, les footballeurs sont la cible de cambriolages dont le nombre ne s'estompe pas au fil des années. À chaque infraction, chaque délit, le mode opératoire est le même. Le but dans ce genre d'opération, les gars, c'est de taper fort et vite, et de repartir avec un sacré butin. Que ce soit des bijoux, des vêtements de luxe, ou bien des sommes d'argent directement en liquide, les acteurs de ces délits font ça en vitesse et en laissant un minimum de traces. On va commencer par parler du cas d'Ángel Di María, puisque c'est celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et parce que c'est le plus récent. Alors que le match contre Nantes était en cours, le directeur sportif Leonardo est descendu des tribunes pour discuter avec l'entraîneur, Mauricio Pochettino. Peu de temps après cet échange, on voit le coach argentin demander directement le changement. Donc à ce moment-là, Di María est remplacé à la 62e minute face à Nantes. Mauricio Pochettino informe alors l'Argentin de la situation préoccupante et Di María quitte immédiatement le stade en larmes. Il rentre chez lui et retrouve sa famille en bonne santé, mais les conséquences de ce vol sont importantes. Même s'il n'y a pas eu vraiment de violence, ça reste du vol en bande organisée avec violence, et que ce soit psychologique ou physique, le choc reste en tête. La famille de Marquinhos a également été touchée par un épisode similaire. Des voleurs ont visé le domicile des parents du capitaine du PSG. Ce cambriolage a eu lieu dans les Yvelines, en présence de la famille du joueur, dont son père. Il se serait déroulé avec des violences, mais sans faire de blessés, comme a précisé la police. La police a évoqué des vols de sacs de luxe principalement, avec d'autres biens volés dont le montant est resté inconnu. Bon, ce qui est bien avec Marquinhos, c'est que 4 hommes ont été mis en examen 2 mois après les faits. Ça montre que la police ne prend pas ces histoires à la légère. Lors de l'intrusion, son père de 52 ans a été violenté. Les voleurs s'étaient trompés de maison et ont débarqué dans celle d'à côté, occupée par le père de l'international brésilien. Celui-ci nourrissait ses chiens à 21h40 lorsqu'il avait perçu au minimum 2 hommes débouler dans son jardin. Les malfaiteurs, étant surpris de découvrir quelqu'un, vu que les lieux étaient censés être déserts comme Marquinhos était en match, l'ont poussé à l'intérieur de la maison avant de lui asséner des coups au visage et au thorax. Ils ont ensuite fouillé le domicile et constaté que 2 adolescentes de 13 et 16 ans, les filles du père de Marquinhos, étaient aussi présentes. Les 3 occupants ont été séquestrés dans un placard pendant que les cambrioleurs commettaient leur pillage. Donc là, on est encore sur un même cas, une effraction, de la violence, de la rapidité et une action émotionnellement forte qui laisse des traces pour les victimes. Certains cas amènent même à des conséquences plus profondes et définitives. Lorsque le vol a été violent ou répétitif, certains joueurs et leurs familles décident de déménager. C'est le cas un peu avec Franck Ribéry. Il a publié une vidéo de sa maison en Italie, visitée par un ou des cambrioleurs en son absence puisqu'il était en déplacement avec son équipe sur la pelouse de Parme. Uniquement quelques mois après son arrivée à la Fiorentina, il est donc déjà victime et il déclare sur les réseaux sociaux. Grâce à Dieu, ma femme, mes enfants étaient en sécurité à Munich. Mais comment avoir confiance aujourd'hui? Comment nous sentir bien ici après ça? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu, on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être. Ça paraît vraiment peu comparé aux autres cas puisque sa famille n'était pas là, mais quand tu sors de 12 ans au Bayern Munich au top et que tu subis ça en arrivant en Italie, c'est vraiment pas ouf comme intégration. D'autant plus qu'il y a certains joueurs qui subissent ce genre d'actes consécutivement et qui ne s'en remettent pas, que ce soit sur le plan émotionnel ou encore sur le plan sportif. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu différent des autres puisque c'est pas vraiment un cambriolage. On est plus sur un carjacking. Mais je tenais quand même à le mettre dans la vidéo pour souligner la violence générale des actes envers les joueurs de foot. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est passé aux infos, sur YouTube et un peu partout. En novembre, il y a un gars qui a tenté de voler au duo d'Arsenal Mesut Özil et Kolasinac des montres de luxe et leur Mercedes d'une valeur de 200 000 €. On peut voir dans cette vidéo, comme je vous ai dit largement diffusée sur internet, que le gars en question et un complice se sont arrêtés à côté des joueurs d'Arsenal et les ont menacés avec ce qui semblait être un couteau. Le milieu de terrain de 32 ans, Özil, est resté dans son 4x4 noir, il a déclaré plus tard qu'il craignait pour sa sécurité. Kolasinac, lui, il a pas la même mentalité que nous, je sais pas ce qui lui a pris, il voit un gars avec une machette, il se met à lui courir après à main nue.
n'importe quoi ça. Mais bon, comme pour Marquinhos, cette histoire se finit plutôt bien, puisque Ashley Smith, ça c'est le nom du voleur, a pris une peine de prison de 10 ans ferme. De quoi rassurer les deux ex-joueurs d'Arsenal. Dans cet avant-dernier chapitre, on va essayer de voir les causes et les impacts de ces vols. Alors je vous le dis direct, je suis pas là pour faire le moralisateur et dire que c'est de la faute des joueurs, de leur image, etc. Je suis uniquement là pour partager au maximum les opinions globales et générales des personnes lambda, si on peut dire ça comme ça. Et la plupart des gens pensent que quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux avec des montres et des voitures à plus de 200 000 € et que ton salaire frise l'indécence, bah c'est logique que tu sois une cible privilégiée. C'est triste de penser comme ça, je trouve que c'est une mentalité vachement française, et je pense pas que quand Roberto Firmino se faisait cambrioler, il y avait des mecs en Angleterre qui lâchaient des messages comme ça sur les réseaux sociaux par exemple. Les gens qui commettent ces actes considèrent les multimillionnaires comme des choix faciles. Bah oui, c'est logique, quand tu peux piquer 500 000 € en un seul coup, cela peut donner des idées. Tu ne vas pas aller braquer une banque pendant des heures avec des risques de poursuite, voire de mort dans certains cas, quand tu peux aller chez un footballeur qui n'est à 90% du temps pas présent chez lui. La police anglaise en charge de gérer des dossiers similaires en première ligue rapporte que les criminels parcourent carrément les réseaux sociaux des joueurs et leur liste de rencontres, d'activités, pour trouver les moments opportuns pour tenter leur coup. Et ça, absolument. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Herman von Umsprung, mon ami. Oui, Herman, absolument. Mais en France, c'est carrément pire. Dans certains cas, il y a des trucs vraiment très étranges où les voleurs sont parfaitement informés des points d'entrée des domiciles, du calendrier des joueurs, des activités de leur famille et de la présence ou non des joueurs au moment de passer à l'acte. Et ça, bah ça crée forcément une énorme question auprès des autorités de Ligue 1, ou bien des sociétés qui gèrent la sécurité des clubs de France, voire même, dans certaines situations, carrément des employés de certains clubs de France, comme à l'OM par exemple. Faut savoir qu'à Marseille, il y a carrément eu des licenciements d'employés de clubs, je vous parle pas de directeur général, de coach, etc., mais plus des postes style stagiaire, personnel d'hygiène, etc. Ils étaient soupçonnés de donner des infos à des gens potentiellement dangereux qui pourraient passer à l'acte contre des joueurs de l'OM. Donc oui, comme on l'a vu, il y a certainement des complices au club, des sortes de taupes, qui renseignent des gens issus du grand banditisme sur la localisation et les habitudes des joueurs, sur le fait que les joueurs ou leurs proches soient au stade ou à l'entraînement. Mais comment gérer tous ces facteurs? Comment freiner cette montée des actes illégaux? C'est ce qu'on va essayer de voir dans le dernier chapitre de cette vidéo. Avant d'entamer le dernier chapitre, je voulais vous dire que j'ai sûrement oublié des cas et j'en ai conscience. J'ai essayé de prendre ceux qui m'ont le plus marqué ou qui étaient le plus récents, mais j'aurais pu citer d'autres cas comme par exemple Thiago Silva qui avait reçu la visite de 2 cambrioleurs dans un hôtel du 16e arrondissement. Le vol était quand même estimé à 1,2 million d'euros. Ou encore à Mauro Icardi qui s'était fait cambrioler sa maison située à Neuilly-sur-Seine. Des objets de valeur et des vêtements de luxe avaient été volés pour un préjudice estimé à 400 000 €. Alors, face à cette évolution des cas, après avoir vu tout ça, on est en droit de se demander, en tant que fan de foot, que font les clubs? Pour commencer, côté parisien, le journal sportif L'Équipe a annoncé que le club de la capitale financerait maintenant la sécurité 24 h sur 24 de ses stars suite à la vague récente de cambriolage. Il y a d'autres solutions un peu plus drastiques comme à Marseille, où ils ont carrément recruté un ex-agent du GIGN, Thierry Aldebert. Il est, ou plutôt il était puisqu'il s'est fait licencier récemment, en charge de l'organisation de la sécurité. Il a carrément formé les joueurs de l'OM à la contre-filature, il a rendu les vitres de leurs voitures incassables et a bourré de caméras les domiciles des joueurs. Il interdisait même aux joueurs de se faire livrer chez eux, genre Amazon, Uber Eats ou quoi, pour Thierry c'est mort. C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fripouille fait sur ma une? C'est un peu drastique, mais ça marchait plutôt bien puisqu'il y avait une baisse des cambriolages envers les joueurs de foot à Marseille. Certains grands clubs comme Paris ou encore Lyon projettent à l'avenir de carrément loger tous les joueurs au même endroit, dans une sorte de bulle résidentielle commune privée sécurisée, surveillée à n'importe quel moment 24 h sur 24. Mais, en attendant un possible amortissement de ce projet, la majorité des joueurs mettent en place leur propre système de sécurité. Cela va des systèmes autonomes connectés, en lien direct avec la police, à des systèmes de télésurveillance ou à des brouillards anti-cambriolage avec des rayons qui détectent les présences intrus, un peu comme dans les films de science-fiction. Mais malgré tout ça, sur les 10 dernières années, on observe une augmentation de 44% du nombre de cambriolages des footballeurs. Alors, simple augmentation ou bien un véritable phénomène en hausse? La saison 2021-2022 débute dans les prochains jours. On aura la réponse dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. En tout cas les potos, je vous remercie d'avoir suivi ma toute première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like si vous avez aimé, laissez un dislike si vous n'avez pas aimé. Moi je vous dis à la prochaine les frères.